Je m'appelle Aurélie Mercier, j'ai 31 ans, et au moment où j'ai poussé les portes vitrées de la salle de bal de ce grand hôtel de luxe à Lyon, j'ai entendu le rire que j'attendais de faire taire depuis des années. La voix de mon jeune frère a traversé la foule comme une lame tranchant l'air. « Tiens, regardez qui voilà. » La petite idiote fauchée pense vraiment qu'elle a sa place dans une vente aux enchères pour une chaîne de magasins à 35 millions d'euros. Mes parents n'ont même pas essayé de se cacher. Papa m'a lancé un regard lent, de la tête aux pieds, plein de dégoût. Maman s'est penchée vers ma cousine et a dit assez fort pour que la moitié de la salle entende, elle est probablement là pour passer la serpillière après la vente. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas répondu. J'ai continué à marcher, talons claquants avec assurance, droit vers le bureau d'enregistrement. J'ai glissé la lettre bancaire sur le comptoir, celle émise au nom de Mercier Capital Holding, l'entité légale qu'ils n'ont jamais pris la peine de vérifier. La femme derrière la table a levé les yeux, le regard s'élargissant d'une reconnaissance instantanée. « Bon retour parmi nous, mademoiselle Mercier », a-t-elle dit chaleureusement en me tendant la raquette d'enchères noire et élégante, « vos enchères sont illimitées. » Mon frère riait encore derrière moi, ignorant totalement que le nom brillant sur son écran n'était pas celui de la fille fauchée dont il se moquait autrefois. Cette raquette dans ma main allait acheter la chose même dont toute ma famille se vantait depuis des mois qu'elle posséderait, et leur visage quand le marteau tombera. « Vous ne voudrez pas manquer ça si vous avez déjà été sous-estimé par votre propre famille, alors likez et commentez « moi aussi », pour que je sache que je ne suis pas seule. Abonnez-vous pour voir exactement à quel point ils ont été choqués quand j'ai levé cette raquette à 35 millions juste une fois, et activé les notifications. Car cette histoire ne fait que commencer. 20 minutes avant le début de la vente, je me suis glissée dans un coin ombragé à côté d'une haute colonne en marbre où la foule ne pouvait pas vraiment m'atteindre. J'avais passé les 13 dernières années à m'assurer que personne de mon passé ne puisse me retrouver à moins que je ne le permette. À 18 ans, juste après le bac, mon père m'avait convoqué dans le salon, bras croisés, voix plate, « On a fini de porter un poids mort, fais tes valises ce soir et dégage. » Raphaël, 15 ans et déjà plus grand que moi, s'appuyait contre le cadre de la porte avec ce même sourire narquois qu'il porte encore aujourd'hui. Il était temps qu'on se débarrasse du parasite, avait-il dit assez fort pour que les voisins entendent s'ils avaient écouté. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas supplié. Je suis montée, j'ai rempli une seule valise, pris les 237 € que j'avais cachés dans une vieille boîte à chaussures et je suis partie avant le lever du soleil. J'ai pris le premier car vers Paris avec rien d'autre qu'un téléphone bon marché et la promesse faite à moi-même de ne plus jamais dépendre de quelqu'un qui pourrait me jeter. Les 3 premières années ont été brutales, double service comme serveuse dans un dîner ouvert toute la nuit près de la gare de Lyon, sentant l'huile de friture et le désespoir. Je dormais sur un clic-clac dans un studio de la taille d'un placard, je suivais des cours de finance au CNAM à 6 h du matin, puis je travaillais jusqu'à 3 h du matin. Chaque euro de pourboire allait directement dans un compte étiqueté « Indépendance ». Je mangeais des pâtes premier prix, portais les 3 mêmes uniformes et ne manquais jamais un seul cours. À 24 ans, j'avais économisé 93 000 € et repéré ma première véritable opportunité, une chaîne locale de 6 magasins de vêtements en redressement judiciaire. Je l'ai acheté via une SAS nouvellement formée que personne ne pouvait relier à la fille qui s'était fait virer de sa propre maison. 18 mois plus tard, je l'ai revendu pour un peu plus d'1 million. C'est à ce moment-là que j'ai su que le commerce de détail en difficulté était mon champ de bataille. J'ai gardé chaque victoire silencieuse, changé l'entité d'exploitation pour Mercier Capital Holding afin que mon vrai nom n'apparaisse jamais sur les documents publics, et j'ai construit un palmarès dont l'industrie commençait à murmurer, mais jamais assez fort pour que ma famille à Lyon l'entende. À 27 ans, j'ai conclu ma première affaire à 8 chiffres, une marque de 22 magasins en faillite basée à Bordeaux que tous les grands fonds avaient abandonné. J'ai restructuré la dette, rafraîchi les designs, triplé la fréquentation en 14 mois. Les partenaires de Capital Investissement ont commencé à m'appeler directement. Mon équipe est passée à 12 personnes, ma réputation a grandi encore plus vite. À 29 ans, j'avais des bureaux discrets dans le quartier d'affaires de la Défense et à Genève, des revenus annuels à 7 chiffres et une valeur nette personnelle qui aurait fait s'étouffer ma vieille famille s'ils avaient jamais pris la peine de vérifier. Je n'ai jamais mis à jour mon adresse avec eux, jamais accepté les demandes Facebook aléatoires, jamais répondu au seul SMS d'anniversaire que maman a envoyé pour mes 25 ans. Après ça, plus rien.
Raphaël s'est marié à 26 ans et m'a envoyé une invitation comme si le passé n'avait jamais existé, je l'ai jeté directement à la poubelle sans l'ouvrir. L'entreprise de prêt-à-porter masculin de papa a commencé à perdre de l'argent il y a 5 ans. J'ai regardé depuis les coulisses alors que les banques se rapprochaient. Il y a 3 ans, j'ai discrètement racheté la dette principale de leur magasin phare via une fiducie aveugle, ils n'ont toujours aucune idée que le nouveau propriétaire qui envoie ses avis de défaut de paiement, c'est moi. 10 ans de nuit blanche, terrifié à l'idée d'échouer et de leur donner raison. 10 ans à transformer chaque insulte en carburant. 10 ans à construire quelque chose de si solide qu'aujourd'hui, dans cette salle de bal, je détenais plus de liquidité que tous les autres enchérisseurs réunis. Et l'actif en vente aujourd'hui, Evelyne Rose, 21 magasins de luxe, 35 millions d'euros en valeur de vente forcée, la chaîne exacte dont ma famille se vantait depuis des mois qu'elle remettrait enfin les Mercier sur la carte. Ils pensaient entrer pour sauver l'héritage familial, ils n'avaient aucune idée que la seule personne dans la pièce capable de l'acheter directement sans transpirer était la même fille qu'ils avaient jetée il y a 13 ans. Les lumières de la salle ont baissé, le commissaire-priseur est monté sur l'estrade et a tapoté le micro 2 fois, c'était l'heure. Le tintement unique a coupé le bourdonnement bas des conversations et tout le monde s'est rapidement dirigé vers ses sièges comme si la salle s'était soudainement mise au garde à vous. Ma famille avait réclamé la meilleure table absolue, premier rang au centre, celle la plus proche de la scène où chaque caméra et chaque œil se poseraient naturellement. Papa était assis raide comme un piquet, épaules carrées, doigts serrés si fort autour de sa raquette blanche que les bords laissaient des marques rouges sur sa peau. Je savais exactement pourquoi il avait l'air si tendu, il avait refinancé la villa des Monts d'Or jusqu'au dernier centime, convainquant la banque de lui donner une ligne de crédit de 26 millions garantie par l'hypothèque, rien de plus. Maman était assise à côté de lui, serrant sa pochette de créateur comme une bouée de sauvetage, lissant à plusieurs reprises le même pli invisible sur le cuir, la même habitude nerveuse qu'elle avait chaque fois que l'argent se faisait rare quand je grandissais. Raphaël s'étalait sur sa chaise comme s'il possédait déjà toute la chaîne, jambes allongées sous la table, raquette reposant nonchalamment sur un genou, un demi-sourire suffisant collé en permanence sur son visage. Hélène, ma cousine, était assise de l'autre côté, téléphone brillant dans sa main, faisant défiler l'écran d'un pouce tandis que ses lèvres restaient retroussées dans ce sourire supérieur familier qu'elle portait à chaque réunion de famille depuis que nous étions enfants. Le commissaire-priseur s'avança vers le podium, grand, cheveux argentés, voix grave et confiante, le genre qui commandait instantanément une salle. Mesdames et messieurs, nous commençons les enchères pour le portefeuille de commerce de détail de luxe Evelyne Rose, 21 emplacements de choix à travers le pays, ouverture à 15 millions d'euros. Les raquettes se levèrent plus vite que je ne l'espérais. 16 millions d'un groupe d'investissement monégasque en costume bleu marine assorti. 17 millions d'un acheteur privé de Bordeaux portant une Rolex voyante. 18,5 millions d'un couple plus âgé sur le côté gauche qui semblait avoir fait ça 100 fois. 19,5. L'énergie crépitait. Les 20 millions sont arrivés et repartis en moins de 90 secondes. Le groupe monégasque a poussé à 21. Bordeaux a contré à 21,5. 22 millions et le vieux couple a finalement abandonné avec un hochement de tête poli. Papa a levé sa raquette pour la première fois, voix stable mais plus forte que nécessaire, 22 500 000 euros. Une légère vague de surprise a traversé la salle, c'était un gros saut pour une table familiale. Raphaël s'est retourné à moitié sur son siège, m'a repéré dans mon coin et a laissé le sourire s'étaler lentement et vicieusement sur son visage. Il s'est penché vers Hélène, ne faisant aucun effort pour baisser la voix, assez fort pour que les 3 tables environnantes entendent chaque mot. Attends un peu. Dans environ 2 minutes, la sécurité va venir demander à la parasite ses preuves de fond. J'ai hâte de les voir la virer devant tout le monde. Hélène n'a même pas levé les yeux de son téléphone, a juste laissé échapper un rire court et sec et a hoché la tête. Quelques inconnus se sont tournés pour me regarder, sourcils levés, certains amusés, certains curieux, une femme couvrant même un sourire avec sa main. Je n'ai pas bougé un muscle, raquette toujours posée intacte sur mes genoux, visage complètement neutre. Bordeaux est revenu fort, 23 millions. La mâchoire de papa s'est serrée, une fine ligne de sueur est apparue à la naissance de ses cheveux. Il a levé la raquette à nouveau, 23 500 000 euros. Le commissaire-priseur a accusé réception d'un hochement de tête rapide. Monaco a hésité, puis s'est couché.
Seul Bordeaux et ma famille restaient. Bordeaux a poussé encore, 24 millions. La main de maman a volé vers le bras de papa, le serrant fort. Papa a attendu un battement, a jeté un coup d'œil à maman, puis a levé la raquette une dernière fois, 24 500 000 euros. La salle est devenue visiblement plus silencieuse. C'était une somme sérieuse pour un enchérisseur privé. L'homme de Bordeaux a maintenu le contact visuel avec le commissaire-priseur pendant 3 longues secondes, puis a lentement baissé sa raquette et s'est rassis. Maman a laissé échapper un petit halètement excité. Les épaules de papa se sont affaissées d'une fraction, le premier signe de soulagement. Raphaël s'est retourné complètement maintenant, me fixant droit dans les yeux, mimant les mots « je te l'avais bien dit » avec une lenteur exagérée, exactement comme il le faisait quand il pensait avoir gagné une dispute d'adolescents mesquine. Le commissaire-priseur a scanné la salle une dernière fois, voix sonnant claire, 24 500 000 euros, une fois. L'air semblait soudainement plus lourd. Chaque respiration dans la salle de bal retenue exactement au même moment. Seuls 3 enchérisseurs restaient, et le silence qui a suivi était si complet que je pouvais entendre mon propre rythme cardiaque. La voix du commissaire-priseur a retenti, stable et finale, 24 500 000 euros, 2 fois. La raquette de papa était toujours levée depuis leur dernière enchère, main tremblant violemment. Ces 24,5 millions étaient chaque dernier centime qu'ils avaient tiré de la maison familiale. La deuxième hypothèque, la ligne de crédit, chaque faveur demandée. Les ongles manucurés de maman étaient enfoncés si profondément dans l'avant-bras de papa que je pouvais voir la peau virer au violet. Le sourire narquois précédent de Raphaël avait complètement disparu, ses yeux étaient écarquillés, passant de la scène à moi comme s'il essayait de se réveiller. Hélène avait enfin posé son téléphone face contre table, les 2 mains agrippant maintenant le bord de la table, les jointures blanches. Pour la 3e fois, j'ai levé ma raquette noire pour la première et unique fois ce jour-là. Calme, délibéré, pas de drame, 35 millions. Le chiffre a frappé la salle comme une bombe. Chaque tête dans la salle de bal s'est tournée vers moi d'un coup. 50, 60, 80 personnes se tournant à l'unisson parfait. Une femme au premier rang a halté si fort que ses perles ont cliqueté. Un homme près du fond a laissé échapper un « mon Dieu » stupéfait avant de se reprendre. Les téléphones se sont abaissés. Les conversations sont mortes au milieu d'un mot. Le regard du commissaire-priseur s'est verrouillé sur la raquette 47. Pendant un demi-battement de cœur, son calme s'est fissuré. Reconnaissance. Puis l'adrénaline pure a traversé son visage. Il s'est repris instantanément, voix montant avec un frisson indubitable. Nous avons 35 millions d'euros de la part de la raquette 47. Est-ce que j'entends 35,5 ? 35,5 quelque part ? Silence de mort. Pas un souffle. Pas un mouvement. Le visage de papa s'est vidé de toute couleur si vite que j'ai cru qu'il allait s'effondrer. Sa raquette a glissé de ses doigts et a claqué sur la table. La bouche de maman s'est ouverte, fermée, ouverte à nouveau, aucun son n'est sorti. Sa main a volé du bras de papa à sa gorge comme si elle étouffait. Raphaël a bondi sur ses pieds si violemment que sa chaise a crissé en arrière et s'est renversée avec un grand fracas qui a fait sursauter la moitié de la salle. Son verre d'eau s'est renversé, glace et eau inondant la nappe blanche, coulant du bord sur ses chaussures à 4 000 euros. Il n'a pas remarqué. Il restait figé dans la flaque, poitrine soulevée, me fixant comme si j'étais une étrangère portant le visage de sa sœur. Le téléphone d'Hélène a glissé de la table et a frappé le tapis avec un bruit sourd. Elle n'a pas bougé pour le ramasser. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais le seul son qui s'est échappé était un « non » brisé et mince. Le commissaire-priseur n'a pas attendu longtemps, 35 millions une fois, 35 millions 2 fois. Adjugée à la raquette 47, mademoiselle Aurélie Mercier, pour 35 millions d'euros. Le marteau s'est abattu avec un claquement qui a résonné sur les lustres en cristal comme le tonnerre. Pendant une seconde interminable, toute la salle de bal était parfaitement immobile. Puis la digue a rompu. Les chuchotements ont explosé en rires stupéfaits, applaudissements épars, flashs d'appareils photo éclatant de tous les coins. Les gens se mettaient sur la pointe des pieds, tendaient le cou, essayant d'avoir un meilleur aperçu de la femme en robe noire simple qui venait de mettre fin à la vente avec une seule enchère tranquille. Papa a laissé tomber sa tête dans ses 2 mains,
coude sur la table, épaules tremblantes. Maman regardait droit devant elle, yeux vitreux, rouge à lèvres parfait mais visage complètement vide comme si quelqu'un avait effacé son avenir en temps réel. Raphaël restait debout dans la flaque qu'il avait faite, l'eau goûtant de ses poignets, bouche bougeant sans son. Hélène a finalement réussi un murmure craqué, c'est impossible. J'ai abaissé ma raquette lentement, laissé la plus faible courbe toucher le coin de ma bouche. Rien de bruyant, rien de cruel, juste la reconnaissance tranquille d'un moment attendu depuis 13 ans. La fille qu'ils avaient jetée avec une seule valise venait de prendre la seule chose sur laquelle ils avaient tout misé. Et les regards sur leur visage dans cette seconde parfaite après la chute du marteau valaient chaque nuit où j'avais eu faim. La sécurité s'est dirigée vers la scène pour le lot suivant. La foule s'est lentement retournée vers l'avant, bourdonnant de l'histoire dont ils venaient d'être témoins. Mais ma famille n'avait pas bougé, pas d'un pouce. Quelques minutes plus tard, j'étais dans l'étroit couloir privé derrière la scène, finissant la dernière signature sur le contrat préliminaire avec le directeur des enchères. La porte s'est ouverte si violemment qu'elle a rebondi contre le mur. Raphaël a fait irruption en premier, veine cramoisie ressortant sur son cou. « Où diable as-tu trouvé ce genre d'argent » a-t-il aboyé, s'avançant jusqu'à moi assez près pour que je puisse sentir le whisky dans son haleine. On ne lâche pas juste 35 millions comme de la monnaie de poche. Dis-moi tout de suite. Papa a poussé juste derrière lui, yeux plissés en fente, voix basse et dangereuse, n'ose pas jouer à des jeux avec nous, a-t-il grogné. Personne ne fait un coup pareil sans quelque chose de sale derrière. C'est quoi? Une affaire d'usurier? De la fraude? Maman les a poussés tous les deux, serrant son sac contre sa poitrine comme une armure, voix tremblant de fureur et de peur. Tu ne peux pas faire ça à ta propre famille, Aurélie. Cette chaîne était censée nous sauver. Comment peux-tu être si cruelle? Hélène s'est glissée en dernier, bras croisés serrés sur sa poitrine, me fixant comme si j'étais une intruse portant la peau de sa cousine. J'ai rebouché le stylo, rendu le dossier au directeur, et seulement alors je me suis tournée pour leur faire face. J'ai regardé Raphaël d'abord, puis papa, puis maman, puis Hélène. Un par un, lent, délibéré, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il soit inconfortable. Ma société opère sous une entité juridique différente, ai-je dit, voix parfaitement égale. Vous n'avez jamais demandé une seule fois ce que je faisais depuis 13 ans. Vous ne vous êtes jamais soucié d'assez pour Google mon nom. Donc vous n'avez jamais su. Raphaël a fait un autre pas agressif en avant, doigt pointant l'air à 1 centimètre de mon visage. Arrête tes conneries d'entreprise, a-t-il craché. À qui est l'argent vraiment? Un petit ami riche? Des investisseurs louches? Tu nous dois une explication. Papa a coupé avant que je puisse répondre, voix montant, tu penses que tu peux entrer ici, nous humilier devant toute la ville et juste repartir tranquillement? Ce portefeuille était notre avenir. Nous avions des plans. Nous avions des prêteurs prêts. Tu l'as volé. Les yeux de maman se sont remplis de larmes maintenant, des vrais cette fois. Nous sommes tes parents, Aurélie. Ton sang. Comment as-tu pu te retourner contre nous comme ça? Hélène a finalement parlé, voix petite et venimeuse, tu nous as toujours détestés. Tu ne supportais pas de nous voir enfin réussir, alors tu as dû tout détruire. J'ai laissé le silence s'installer un autre instant. Je n'ai rien volé, ai-je dit. J'ai acheté ce qui était à vendre lors d'une vente aux enchères publiques. Vous avez décidé que 24,5 millions était votre plafond. J'ai décidé que le mien était plus haut. C'est comme ça que fonctionnent les enchères. Raphaël a ouvert la bouche à nouveau, visage se tordant. Tu penses que tu vaux mieux que nous maintenant? Tu penses que l'argent change qui tu es? Non, ai-je répondu. L'argent n'a pas changé qui je suis. Être jeté dehors à 18 ans avec une seule valise l'a fait. Papa a essayé un ton différent, celui qu'il utilisait quand il avait besoin de quelque chose, plus doux, presque suppliant. Écoute, on peut encore arranger ça. La famille prend soin de la famille. Fais-nous entrer dans l'affaire. On gérera les magasins ensemble. Comme si cela avait dû être le cas depuis le début. Maman a hoché la tête frénétiquement, oui, chérie. On oubliera que tout ça est arrivé. Laisse-nous juste revenir. J'ai regardé chacun d'eux une dernière fois. Non, ai-je dit.
Juste ça, rien de plus. Je me suis tournée vers le directeur qui avait regardé tout l'échange dans un silence stupéfait. Je suis prête pour les instructions de virement et le calendrier de clôture. Puis je suis passée devant eux quatre, talons claquant une fois sur le sol en marbre. La porte s'est refermée derrière moi avec un clic final et doux. 3 semaines plus tard, je me tenais au milieu du magasin phare de la rue de la République à Lyon, regardant les installateurs accrocher le nouveau logo Evelyne Rose en noir mat et or rose au-dessus de l'entrée. L'endroit avait déjà l'air complètement différent. Ancien présentoir vidé, nouvel éclairage installé, chaque trace de l'ancien propriétaire effacée. La presse locale avait été invitée pour un petit événement de relance plus tard cet après-midi. Mon équipe était partout, designers, entrepreneurs, relations publiques, tous bougeant avec le genre de chaos contrôlé qui se produit lorsqu'une marque obtient une seconde vie. La porte vitrée d'entrée a tinté. Je me suis tournée et je les ai vus entrer tous les quatre. Papa d'abord, puis maman, puis Raphaël et Hélène traînant un pas derrière. Leurs vêtements étaient encore chers, maman en veste Chanel, papa en costume sur mesure, mais les détails racontaient une autre histoire. Yeux cernés de noir, rouge à lèvres de maman légèrement inégale, nœud de cravate de papa un peu de travers, chaussures de Raphaël éraflées au bout, sac à main d'Hélène de la saison dernière au lieu de celle-ci. Ils ressemblaient à des gens qui n'avaient pas dormi correctement depuis des semaines. Maman m'a repéré et a forcé un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Aurélie, chérie, a-t-elle commencé, voix doucereuse, le même ton qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose il y a des années. Nous devons parler en privé. Peux-tu accorder juste 5 minutes à ta famille? Papa a hoché la tête, main jointe devant lui comme s'il était à une réunion d'affaires qu'il savait déjà perdue. On a fait toute la route jusqu'ici, a-t-il ajouté comme si la distance seule lui gagnait des points. Raphaël restait en retrait près d'un portant, main dans les poches, fixant le sol. Hélène se tenait à côté de lui, bras croisés, mordant l'intérieur de sa joue. J'ai posé la tablette que je tenais et j'ai marché vers eux lentement. Les installateurs continuaient de travailler, faisant semblant de ne pas remarquer la tension assez épaisse pour être coupée. Bien sûr, ai-je dit. On peut utiliser le bureau du fond. Je les ai conduits passer les travaux, à travers la réserve, dans le petit bureau qui sentait encore la peinture fraîche. Ferme la porte derrière nous, a commencé maman immédiatement. On parle non-stop depuis la vente, a-t-elle dit, tendant la main comme si elle voulait toucher mon bras, mais se ravisant. On avait tort. On le voit maintenant. La façon dont on t'a traité, ce n'était pas juste. On est désolé. Papa s'est raclé la gorge, ce que ta mère essaie de dire, c'est que la famille c'est la famille. On veut mettre tout ça derrière nous. Repartir à zéro. Raphaël a enfin levé les yeux. Ouais, a-t-il marmonné. De l'eau sous les ponts. On est bon, non? Hélène a fait un petit signe de tête, yeux parcourant la pièce comme si elle calculait combien coûtaient les nouveaux luminaires. J'ai laissé le silence s'installer quelques secondes. Et qu'est-ce que repartir à zéro signifie exactement pour vous, ai-je demandé. Papa a sauté sur l'occasion, avide, eh bien, les magasins, cette marque. Tu sais évidemment ce que tu fais. On pourrait t'aider à gérer les choses. J'ai encore des contacts dans le prêt-à-porter masculin. Raphaël connaît les opérations. Hélène est géniale en marketing. On serait des atouts, Aurélie. De vrais atouts. Maman a souri plus largement, ça pourrait être une entreprise familiale à nouveau, comme on a toujours rêvé. Raphaël a haussé les épaules à moitié, pas de rancune. On gagne tous. J'ai regardé chacun d'eux un par un de la même façon que je l'avais fait dans ce couloir il y a 3 semaines. Ils attendaient plein d'espoir, retenant presque leur souffle. Je n'ai pas souri. La lumière de l'après-midi traversait les stores. Ce même après-midi, j'ai pris l'ascenseur privé jusqu'à la salle de conférence du 5e étage, le seul espace entièrement fini du bâtiment, mur en verre dépoli, longue table en noyer, vue sur les toits de Lyon derrière moi. Olivia Chen, mon avocate d'affaires principale, était déjà assise, tailleur bleu marine, expression immaculée, neutre. 3 dossiers noirs épais attendaient devant elle comme des armes chargées. J'ai ouvert la porte. Entrez. Papa a marché en premier, essayant de garder la tête haute. Maman a suivi,
serrant son sac à main des deux mains. Raphaël est venu ensuite, mâchoire serrée. Hélène en dernier, yeux rouges avant même que quoi que ce soit n'ait commencé. J'ai fermé la porte avec un clic doux et délibéré, et j'ai pris la chaise en bout de table. Olivia est restée debout à côté de moi. Ils se sont assis en rang face à nous, semblant soudainement très petits. Maman a ouvert la bouche pour parler à nouveau avec ce même ton sucré qu'elle avait utilisé en bas. J'ai levé un doigt. Elle s'est arrêtée instantanément. Avant que l'un de vous ne dise un autre mot, ai-je commencé, voix parfaitement égale, il y a deux choses que vous devez comprendre. J'ai fait signe à Olivia. Elle a glissé le premier dossier sur le bois poli. À compter d'aujourd'hui, toutes les relations familiales sont légalement terminées. Déshéritage complet, ordonnance de non-contact, dépôt de plainte pour harcèlement si nécessaire. Tout a été soumis au tribunal ce matin. Des copies certifiées seront livrées à votre résidence demain par huissier. La bouche de papa s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Maman est devenue blanche comme un linge. Raphaël s'est penché en avant comme s'il allait argumenter. Hélène fixait juste le vide. Olivia a ouvert le deuxième dossier et l'a tourné pour qu'ils puissent tous voir le document du dessus, résolution d'entreprise, certificat de transfert d'actions, signature des fiduciaires datée de 36 mois plus tôt. Deuxièmement, ai-je continué, Mercier et Fils, votre ancienne entreprise de vêtements pour hommes, est détenue à 100% par l'une de mes fiducies aveugles depuis le jour où les banques étaient prêtes à saisir. J'ai acheté la dette prioritaire, puis je l'ai discrètement convertie en capital total. Vous avez continué à recevoir des chèques de paie et des titres parce que je l'ai permis. Cette permission est maintenant révoquée. Raphaël a bondi de sa chaise si vite qu'elle a roulé en arrière et a frappé le mur de verre. Tu racontes des conneries. Cette entreprise est l'héritage de papa. Olivia a tapoté le bloc de signature sans lever les yeux, le propriétaire bénéficiaire est Mercier Capital Holding Trust. Seul bénéficiaire, Aurélie Mercier. Tout est parfaitement légal. Hélène a éclaté en sanglots bruyants et désordonnés, main sur son visage, épaules tremblantes, tu ne peux pas prendre nos emplois. On a des factures. On a des vies. Papa a finalement trouvé sa voie, brisée, tu nous as détestés toutes ces années. Bien. Mais ça, détruire tout ce qui nous reste. Maman a tendu la main à travers la table, larmes coulantes, Aurélie, bébé, s'il te plaît. On t'en supplie. Ne fais pas ça. Je n'ai pas scié. Les deux magasins que gère Raphaël et le contrat marketing que détient Hélène cesseront leurs opérations dans exactement 30 jours. Les indemnités de départ seront le minimum légal seulement. Après ça, toute communication cesse. Raphaël a claqué ses deux paumes sur la table, espèce de vicieuse. Olivia a glissé le dernier ensemble de documents en avant. Accord de non-contact pré-rédigé et requête d'ordonnance d'éloignement déjà tamponnée par le greffier. Signez ça volontairement, a-t-elle dit, voix comme de l'acier, ou nous déposons unilatéralement demain matin. Votre choix. La salle est devenue silencieuse à part les sanglots étouffés d'Hélène. Papa a pris le stylo en premier, sa main tremblait tellement que la signature ressemblait à celle d'un enfant. Maman a suivi, larmes goûtant sur le papier, tachant l'encre. Raphaël a fixé la page pendant 10 secondes complètes, visage violet de rage, puis a griffonné son nom avec une barre violente qui a déchiré le papier. Hélène a signé en dernier, à peine capable de tenir le stylo. Olivia a rassemblé chaque page, vérifié chaque signature, puis les a replacées soigneusement dans les dossiers. La sécurité est apparue à la porte vitrée, 2 gardes en costume noir. Je me suis levée. Cela conclut notre réunion. Ils se sont levés lentement, hébétés comme des gens se réveillant d'un accident de voiture. Personne ne m'a regardé. Personne n'a parlé. La sécurité les a escortés dehors. L'ascenseur a tinté 30 secondes plus tard. 1 an plus tard, je me tenais devant les fenêtres du sol au plafond de mon bureau du 42e étage à la Pardieu, regardant le soleil se coucher sur l'horizon que j'aidais maintenant à façonner. Evelyne Rose était devenue le nom de commerce de détail de luxe à la croissance la plus rapide du pays. 38 nouveaux magasins ouverts de Nice à Strasbourg, revenus triplés en 11 mois. Chaque couverture de magazine et rapport d'analyste appelait ça le redressement de la décennie.
Le magasin phare de la rue de la République était maintenant l'emplacement générant le plus gros chiffre d'affaires de tout le portefeuille. Un rappel quotidien que le joyau de la couronne que ma famille avait poursuivi prospérait sous la seule personne qu'ils avaient autrefois traité de bonne à rien. Leur histoire, en revanche, s'était effondrée exactement comme les chiffres l'avaient prédit. Après l'enchère ratée de 24,5 millions et l'appel immédiat de la dette par la banque, la villa des Monts d'Or a été saisie en 60 jours. Ils l'ont vendue aux enchères pour 40% en dessous de la valeur du marché juste pour arrêter l'hémorragie. L'adhésion au club de golf de papa a expiré. Les invitations au déjeuner de charité de maman se sont taries. Ils ont déménagé dans un T3 à Villeurbanne, le genre avec des murs fins et une laverie commune, la première fois de leur vie qu'ils vivaient sans portail ni gardien. Raphaël est resté au chômage pendant 10 mois consécutifs. Son CV, autrefois gonflé de titres de directeur régional, se lisait maintenant comme un compte d'avertissement. Personne dans l'industrie ne voulait toucher quiconque associé au nom Mercier après le scandale public. Quand il a finalement trouvé du travail, c'était de la mise en rayon de nuit dans un supermarché pour le SMIC. Hélène a pris un poste de caissière au centre commercial de la Pardieu, le même où elle avait l'habitude de dépenser 5 chiffres un samedi. Elle portait le même gilet en polyester à chaque service, scannant des articles pour des clients qui avaient autrefois assisté à sa fête de fiançailles. Je n'ai jamais pris de leurs nouvelles directement. Je n'en avais pas besoin. Les contacts mutuels, les registres publics et les murmures occasionnels de l'industrie peignaient l'image assez clairement. Pendant ce temps, j'ai tout mis dans le chapitre suivant. En mars, j'ai officiellement lancé le fonds de bourse L'Ascension Mercier, 10 millions d'euros par an, entièrement doté, ciblant les étudiants de première génération issus de ménages à faible revenu qui montraient un courage exceptionnel. La question de la dissertation de candidature était simple, racontez-nous une fois où quelqu'un vous a dit que vous n'y arriveriez jamais et comment vous leur avez prouvé qu'ils avaient tort. À chaque conseil d'administration, à chaque cérémonie de remise, je pensais à la fille de 18 ans avec une seule valise et un ticket de bus. Le nom du fonds portait le nom de jeune fille de ma grand-mère, Mercier, la seule partie de la famille que j'honorais encore. Pas grâce à eux, mais en dépit d'eux. Je n'ai plus jamais entendu parler d'aucun d'eux. Les ordonnances de non-contact ont tenu. Les demandes d'éloignement sont restées en attente, jamais nécessaires. Ils ont disparu de mon monde aussi complètement que j'avais disparu du leur autrefois. Certaines nuits, je me réveille encore à 3 heures du matin en m'attendant à entendre la voix de papa me disant de dégager. Puis je regarde les lumières de la ville depuis le 42e étage et je me souviens que je n'ai jamais eu besoin de leur approbation. Je n'ai jamais eu besoin de leur argent. Je n'ai jamais eu besoin de leur amour. J'avais seulement besoin de la chance qu'ils ont essayé de m'enlever. Et maintenant, je m'assure qu'aucun gamin qui est mis de côté comme je l'ai été n'ait jamais à mener cette bataille seul. Je n'ai plus besoin qu'ils me reconnaissent. Je veux juste que chaque enfant à qui on dit qu'il n'est rien ait l'opportunité que j'ai eue de se lever, de regarder le monde dans les yeux et de prouver exactement à quel point ces gens avaient tort. C'est le seul héritage qui compte.